Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, c'est Hervé Jamard. Bonjour. Bonjour. Ministre du Budget, donc membre du mouvement réformateur. Vous êtes sorti vivant de l'audition d'hier? Comme vous le constatez, en pleine forme et zen. Ouais. Audition donc par les députés, c'est un nouvel exercice depuis la réforme de l'État. 1 heure d'exposé pour vous, 3 heures de questions. Vous vous attendiez à ce feu nourri de questions ou pas? Mais on ne savait trop à quoi s'attendre, puisque j'inaugurais avec Barthomeleigne ce grand exercice, comme on dit, l'oral. Ça ne se passe d'ailleurs qu'au fédéral. On peut se poser légitimement la question de savoir pourquoi ça ne se passe pas dans les autres entités. Il en faudrait dans les régions? Je trouve que ce serait assez logique d'un point de vue constitutionnel et organisationnel de notre démocratie belge. Une assemblée égale une assemblée, un décret égale une loi, un règlement égale une loi. Donc je ne vois pas pourquoi la 6e réforme de l'État ne l'a prévue que pour les ministres fédéraux. Je trouverais assez légitime et logique qu'il en soit pour tout le monde. Oui, à la différence du Parlement européen, il n'y a pas de sanction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote des députés après l'audition. Est-ce qu'il faudrait aussi prévoir cette forme de censure du ministre ou juste le vote de la déclaration gouvernementale par le Premier ministre, ça suffit? Je pense que cette sanction serait formelle. Il faudrait vraiment des fautes graves, il faudrait vraiment un problème de personnalité. On l'observe d'ailleurs même au niveau européen, des gens qui sont passés moyennement par le petit trou de l'aiguille sont quand même restés en place, et vous avez alors un vote majorité contre opposition qui peut être interprété de toutes les manières. L'important, c'est de donner la ligne politique pour les années à venir, ce que j'ai tenté de faire hier quand on me laissait parler. Alors, justement, une des questions principales sur laquelle les députés n'ont pas manqué de vous titiller, de vous interroger, c'est va-t-il y avoir, oui ou non, une taxation sur le grand capital ou les grandes fortunes? Écoutez, les choses sont très claires. Ce n'est pas inscrit dans l'accord du gouvernement. Vendredi dernier, ce n'est pas si lointain, la loi programme a été signée par les membres du gouvernement et déposée à la Chambre. Le projet de budget 2015, je parle bien 2015, ne prévoit pas du tout cette augmentation, parce qu'il y a d'autres taxations sur le capital. Ça, c'est ce qu'a dit hier Olivier Chastel, il était à votre place. Il a dit c'est pas dans l'accord de gouvernement, pour l'instant on applique l'accord de gouvernement, mais il a dit aussi on peut y réfléchir pour la suite. Est-ce que vous êtes dans la même posture ou pas? C'est ce que j'ai dit à certains organes de presse en disant, en tant que démocrate, moi, j'accepte de discuter de tout à partir du moment où c'est quand même passablement fondé en termes d'idées. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis dans l'accord de gouvernement si vous êtes prêt à en discuter? Parce qu'il faut savoir si c'est faisable d'abord. Et d'ailleurs, vous avez des pages et des pages aujourd'hui dans les quotidiens qui disent est-ce que c'est faisable? Quid en cas de moins-value? Est-ce qu'on rembourse? À partir de quand l'applique-t-on? Y a-t-il un cadastre des spéculateurs potentiels, ceux qui jouent sur Internet ou ceux qui jouent sur les sociétés cotées en bourse? Alors c'est très bien de lâcher des slogans. Vous aurez observé aujourd'hui dans le quotidien, notamment de la Libre Belgique, mais dans d'autres, que nous sommes déjà taxés sur le capital. Nous sommes déjà dans le top 3 de la taxation sur le capital. Ouais. Deuxième en matière de taxe sur le travail, juste derrière le Danemark, 42% et 35%, c'est le taux de taxation sur le capital. Exactement. Et donc il y a des gestes et des attitudes condamnables Mais c'est le CDNV aussi, c'est votre partenaire de gouvernement qui dit que ce serait bien d'avoir une taxation plus importante sur le capital et que ça répartirait mieux l'effort. Le CDNV l'a dit entre les lignes durant le week-end sur des plateaux de télévision, et puis ça s'est un peu déchaîné en disant... Il l'a redit un peu hier en commission. Et puis voilà, il n'est pas interdit au CDNV d'en parler au cairn des ministres. Ouais. On peut conclure que si ce n'est pas dans l'accord de gouvernement, c'est parce que ça ne se fera pas pendant la législature? En tout cas, en 2015, ça ne pourra pas se faire. Et c'est pour ça que quand j'ai dit hier en commission, ce problème est provisoirement réglé, ça a provoqué quelques sourires, mais le provisoirement avait tout mon sens à mon avis. Ouais. Ceux qui font de la politique et qui disent c'est définitivement réglé, je pense ont une idée qui n'est pas très noble de leur mission. Je crois qu'il faut pouvoir se remettre en question, ouais. Peut-être 3 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être jamais. Vous pouvez entrouvrir la porte, mais on sait que la NVA a la clé de la serrure et que pour l'instant le cadenas est fermé à double tour. La clé de la serrure reste encore dans les mains du budget. Qu'aurait-on dit d'ailleurs si le MR avait laissé tomber le poste de Premier ministre et de ministre du Budget, outre toutes les autres importantes compétences, à la NVA? J'entends toujours ce déséquilibre, ça me fait sourire. Si la NVA avait eu le budget, plus le poste de Premier ministre, parce que j'ai entendu beaucoup de bruit, je ne sais pas quelles auraient été les réactions. Donc le budget, je suis désolé quand même d'insister là-dessus, c'est le MR qui en a les clés. Ouais, donc c'est budget et finances qui pourront éventuellement décider d'une taxe. Il faudra quand même qu'il y ait l'accord des 4 partenaires de la majorité. Du gouvernement tout entier et du Parlement. Est-ce que l'OCDE
vous a aidé hier? Puisque l'OCDE, visiblement, d'après une fuite qui est révélée par le journal Le Soir ce matin, estime que augmenter les plus-values, augmenter la taxation sur les recettes du capital, ce serait une bonne idée. Oui, il dit aussi qu'augmenter la TVA serait une bonne idée. Il dit aussi que taxer les loyers réels serait une bonne idée. Il dit qu'augmenter tout serait une bonne idée, tout en constatant que nous sommes dans le top 3 de la taxation. Ouais, donc vous n'avez pas suivi l'OCDE. Je ne dis pas qu'on ne va pas suivre l'OCDE. Je dis simplement que l'OCDE a une vision globale, quasiment mondiale, regroupement de l'ensemble des pays que vous connaissez. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans ce qui est dit. Je dis simplement que si on devait appliquer tout ce que l'OCDE dit, je crois que c'est 1,5 million de personnes que nous aurions dans la rue. Alors, le gouvernement va faire 11 à 12 milliards d'efforts pour équilibrer le budget dès 2018. 70%, 8 milliards de l'effort, c'est sur les dépenses. Et oui. Le reste, 3 à 4 milliards, c'est sur des nouvelles recettes, donc augmentation des accises, diesel, alcool, une taxe sur les opérations de bourse. J'ai bien résumé. Oui, c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs d'avoir les gesticulations que j'ai pu voir hier. J'avais du mal parfois à terminer mes phrases parce qu'on me coupait sans cesse. Nous avons doublé la taxe d'opération boursière par rapport à l'ère Di Rupo. Nous avons installé une nouvelle taxe qui est une taxe de transparence. Alors on s'énerve dans les rangs de l'opposition pour dire comment est-ce que vous allez la mettre en œuvre. Bon, si on ne l'avait pas fait, je suppose qu'on nous a Mais il y a une autre manière d'équilibrer un budget, Hervé Jamard. C'est oui. Par exemple de vendre des actifs. Est-ce que le gouvernement y a pensé, va le faire ou pas? C'est une vision non structurelle des choses quand on vend des actifs. Ouais. Quand on vend un actif, c'est qu'en général, on a un gros problème ponctuel. C'est déjà arrivé dans le passé, d'ailleurs. Même avec le Parti socialiste, il faut s'en souvenir dans les années 2000. Ouais, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, donc vendre des actifs, ça pourrait être par exemple vendre les parts dans Belgacom, dans Belfus, dans Bipost, la Loterie Nationale, etc. Est-ce que vous y pensez ou pas? Il est inscrit dans l'accord gouvernemental qui n'est pas interdit d'y penser. Voilà, je reprends les termes comme tels. Mais vendre Belfus demain, je donne mon impression personnelle, serait une mauvaise opération. Je crois qu'il faut bien mesurer les choses avant de se séparer de ces bijoux de famille. Nous avons opté davantage pour une politique structurelle, des économies structurelles. Les one-shot, ça sert une fois et puis time. Il n'y a pas de négociation en cours, par exemple sur Belgacom ou sur Bipost. C'est quoi l'intérêt de rester actionnaire de Bipost alors que l'opérateur, c'est la Poste danoise pour l'État? Mais l'intérêt, c'est d'abord que nous en avons des dividendes. Je crois qu'il faut voir aussi le bon côté au niveau des recettes de l'État. Les dividendes sur Bipost, c'est l'État qui les engrange. En tant que bon gestionnaire, dans une famille, dans une région ou à l'État ou dans une commune, si vous avez des revenus d'une entité qui marche bien, je ne vois pas l'intérêt de la vente. Ouais. Est-ce qu'il y aura une opération de régularisation, comme on dit, dans le camp de la législature? Ce n'est pas prévu a priori. Simplement, il faut se rendre compte qu'avec les échanges de données, la levée du secret bancaire, etc., avec le fait que nous avons plus de 260 milliards sur les comptes bancaires qui dorment, avec cet argent qui dort dans les banques et généralement détenu par des personnes d'un certain âge, n'y a-t-il pas moyen de faire revenir cet argent, qu'il soit ici ou d'ailleurs, dans l'économie réelle? Vous êtes en train de me dire que ça vous fait un peu rêver, en tout cas que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça n'a pas été une mauvaise idée 3 fois, ce n'est pas inscrit dans l'accord. Ouais, mais si à chaque fois qu'on dit qu'une amnistie fiscale est la dernière, est-ce que ça va vraiment du sens? Ce n'est pas une amnistie fiscale, c'est une régularisation avec une amende de plus de 30% à la clé. Parce que les gens qui parlent d'amnistie, on parle tout de suite d'amnistie. Donc s'il y a régularisation, il y aura amende? Évidemment, okay. Évidemment. L'appellation défense nationale, est-ce que vous y tenez ou pas? Absolument, totalement. Ouais. Ça veut dire que l'idée d'Yann Yambon de rebaptiser la commission de la défense nationale en commission de la défense tout court, ça passera pas? Je me souviens d'une époque où M. Flao était ministre de la Défense nationale, où ça a été discuté comme tel pour que ce soit ministre de la Défense, point. Ouais, mais ce n'était pas avec la NVA, ça fait une petite différence. Ben oui, mais quand c'est avec la NVA, tout prend une ampleur. Sans la NVA, tout est normal. C'est un peu étonnant aussi comme réaction. C'est le poids des symboles. Le symbole de dire national en plus ou en moins ne me paraît pas vraiment intelligent. Je crois que le débat doit se porter ailleurs. Je crois aussi, surtout, en la construction, à titre personnel, d'une défense européenne dans laquelle la Belgique aura joué son rôle en se spécialisant dans des missions précises. Alors vous êtes ministre du budget du gouvernement fédéral, vous avez longtemps été parlementaire wallon. Oui. Donc vous connaissez Jean-Charles Luperto, dont vous avez été le vice-président. Est-ce que la démission était la seule option possible? Je pense qu'il a pris la bonne décision de faire un pas de côté, tant en sa qualité de président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qu'en tant que bourgmestre de la commune de Sambreville, pour préparer sa défense, moi je ne connais pas le fond de son dossier, bien sûr, je tiens à préciser qu'en tant que parlementaire voyant le président, c'était quelqu'un qui était apprécié véritablement. C'était un bon président. C'était un bon président. Et Philippe Courrat, qui respectait davantage encore l'opposition parfois que la majorité. En ce qui concerne Philippe Courrat, qui est désigné par le PS pour lui d'excellentes succéder. relations Un avec. bon choix. Je pense que c'est un bon choix. Je pense que cet homme a une sagesse qui lui permettra, je crois, autrement que d'ailleurs certains, je vois au fédéral, de travailler avec un sourire de temps en temps. Vous êtes en train de me dire que vous préférez le PS wallon que le PS fédéral? Je trouve qu'en tout cas, évidemment, ils sont dans la majorité, c'est plus simple. Je vois Madame Onkelings, notamment, à qui je fais un clin d'œil, gesticule beaucoup, et je crois que c'est inversement proportionnel, je dirais, à ses propos qui sont, elle l'a dit elle-même, ou son président de parti, à peu près 70% de ce que le gouvernement précédent Di Rupo avait engagé. Alors, il y a un moment, il faut quand même tenir le cap de l'honnêteté intellectuelle. Merci Hervé Jamard d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.